Bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Les 30 ans des accords de Matignon, au Mont-d'Or, les lycéens échangent sur cette histoire et se posent des questions sur l'avenir du pays. Reportage et analyse des images qui restent de cette période avec Philippe Boisseron, journaliste photographe à l'époque. La suite de notre feuilleton sur Cadre Avenir. Ce soir, nous allons à la rencontre de l'un de nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première, Gilbert Assawa, journaliste. Il a bénéficié du programme 400 cadres. Il nous dira comment ce dispositif lui a permis de s'épanouir dans le travail et pas seulement. Et enfin, pas grand monde lors de la manifestation du collectif des femmes en colère aujourd'hui devant le Congrès. Mais une avancée tout de même, les élus du Congrès promettent de se retrouver en commission plénière en septembre pour parler du dossier des violences faites aux femmes. Les accords de Matignon fêtent leur 30e anniversaire aujourd'hui. Ils étaient au cœur de la 6e édition de la fête des communautés dans la commune du Mont-d'Or. Ces accords ont été signés par Jean-Marie Tjibaou, leader indépendantiste, et Jacques Lafleur, loyaliste à l'époque président du RPCR en Nouvelle-Calédonie. Pour l'occasion, les héritiers des accords, 120 lycéens de Nouméa et du Grand Nouméa, donnaient leur avis sur cette histoire. Éric Deroche a assisté à cette rencontre. Reportage sur un montage d'Anissa Toussi. Vos envies, vous voulez quoi pour votre avenir? Quand dans 20 ans, dans 30 ans, on se posera la question des 60 ans de l'accord de Matignon, de quoi vous avez envie? Comment vous le verbalisez? J'aimerais bien qu'il y en ait quelques-uns d'entre vous qui aient envie de le partager, parce que c'est là qu'on avance. Ça peut être les peurs aussi. Vous voulez dire un peu? Ouais. Non, mais une envie, c'est que, quelle que soit la sortie du référendum, j'aimerais bien qu'à la fin, nous, surtout les jeunes, on ait les outils pour pouvoir bien construire un pays à notre image et que tout le monde puisse se reconnaître à l'intérieur. Qu'il n'y ait pas de laisser pour compte ou de gens qui sont obligés de partir ou de choisir. Libérer la parole, c'est l'objectif de cette rencontre organisée par la mairie du Mont-d'Or sous la case des communautés. Un peu plus de 150 lycéens sont présents ce matin pour échanger sans a priori et en toute neutralité sur l'avenir du pays. Parmi eux, Eva Roseline, qui était assez sceptique au début de la rencontre. Finalement, elle est satisfaite des échanges. Cette réunion nous a permis de récolter des réponses à nos questions parce que, faut pas croire, on se pose énormément de questions par rapport à l'avenir parce que ça nous concerne et c'est notre pays également. Et donc je suis vraiment contente d'être venue, ça m'a appris, ça nous a appris plein de choses par rapport à l'histoire du référendum et à l'histoire de notre pays. Et ça nous éclaircit les idées par rapport, pour réussir à prendre une décision pour l'avenir de ce pays. Malgré tout, les jeunes se sentent mal informés sur le référendum. C'est l'occasion pour eux aujourd'hui de donner leur opinion et d'exprimer leurs souhaits pour le pays de demain. La seule chose que je peux reprocher, c'est pas vraiment un reproche à la réunion, mais c'est le fait qu'on ait une réunion comme ça seulement à 4 mois du référendum. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations, on n'est pas assez informés, les jeunes, on n'est pas assez concernés par ce référendum, alors qu'il nous touche autant que les personnes qui prennent les décisions. J'encourage les personnes, les responsables à faire plus de journées comme ça pour nous les jeunes parce que nous on est un peu perdus aussi. La toute dernière rencontre a lieu en ce moment même à l'hôtel de ville de Boulari. Les 30 ans des accords de Matignon, l'occasion de revenir sur une partie de cette histoire. Cet accord de paix au lendemain des événements d'Ouvéar. Et pour cela, nous sommes avec Philippe Boisseron. Bonsoir. Bonsoir Élise. Alors, vous étiez entre 1984 et 1989 reporter et photographe pour l'agence Sigma à Nouméa. Avec vous, nous allons analyser les images de l'époque. Alors, on commence par la photo officielle, si je puis dire, cette poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Alors, Philippe Boisseron, racontez-nous l'histoire de cette photo.
Alors, c'est un petit peu compliqué pour moi de raconter l'histoire de cette photo parce que moi, j'étais correspondant permanent basé en Nouvelle-Calédonie. Donc, j'ai envie de dire que pour moi, c'était la frustration puisque les choses prenaient corps à 18 000 km. Donc, je n'ai vu de la signature de cet accord que ce que mes collègues parisiens ont filmé. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que cette photo qui symbolise les accords dans l'imaginaire collectif, eh ben, c'est une photo qui a été rejouée, si je puis dire, quelques jours après la véritable poignée de main, puisque la poignée de main spontanée, celle qui a eu lieu entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, elle s'est déroulée dans l'enceinte de Matignon, plus exactement dans les jardins, à 4 heures du matin et sans aucun témoin. Donc, pressé par le service de communication de Matignon, qui a voulu valoriser un petit peu ce résultat. Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou, qui n'étaient pas fans de l'exercice, me semble-t-il, ont été obligés de se plier et donc se sont rendus dans un studio photo et ont rejoué cette fameuse poignée de main qui est aujourd'hui cet acte fondateur pour la Calédonie. Alors, avant de découvrir la deuxième photo, on va réécouter un des grands artisans de ces accords, Michel Rocard. Il nous avait accordé une interview il y a 2 ans où il revenait sur sa méthode. Prendre le temps pour écouter les autres, tous. 6 semaines on a passé à ça, le temps du dialogue. La Nouvelle-Calédonie avait en un siècle connu 5 ou 6 insurrections, ou presque. Début de guerre civile, peut-on dire, si ça n'était pas calmé vite. Et chaque fois, l'attitude de la République française était la même. On cogne, on demande à quelques jeunes conseillers d'État parisiens qui n'ont jamais mis les pieds sur le territoire d'écrire un nouveau statut, et on demande à l'armée d'aller l'imposer le nouveau statut. On avait fait ça 4 fois en un siècle. J'ai décidé de prendre le temps d'envoyer une mission non étatique, un évêque, un prêtre, un ancien grand maître du Grand-Orient, un juge, un représentant du droit, pas de la France, du droit, pour écouter et pour rassembler la demande de considération, d'écoute et les soucis aussi, les urgences de toutes ces communautés, grosses ou petites. Voilà, et ceci va justement introduire la prochaine photo, une photo que vous avez prise lors de la mission du dialogue à la mairie de Yingen. Vous avez aussi été marqué par la mission menée par Christian Blanc. Alors oui, à l'inverse de la signature de l'accord politique, j'étais en Nouvelle-Calédonie et donc j'ai donc pu photographier les différents déplacements de cette mission du dialogue qui s'est rendue sur la côte Est, dans les îles et qui a beaucoup reçu à Nouméa. Pour rebondir sur ce que disait Michel Rocard, je crois qu'effectivement c'est un moment fort, cette mission du dialogue. Il faut se rappeler que Christian Blanc et ses 6 missionnaires sont arrivés en Calédonie le 20 mai, c'est-à-dire 15 jours à peine après les événements sanglants d'Ouvéa. Et je crois qu'on peut dire que c'est un véritable tour de force d'avoir réussi à être reçu par les gens, à les écouter et à commencer à imaginer une solution qui allait être rapportée quelques semaines plus tard à Paris. Et enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que évidemment, en suivant cette mission, je ne pouvais pas imaginer que ça allait déboucher sur cet accord politique majeur, mais très honnêtement, on sentait bien qu'avec Christian Blanc et ses différents missionnaires, on tournait la page des années Ponce. On était face à une équipe de gens qui faisaient preuve d'une grande humilité, de grande qualité d'écoute, et l'ensemble étant ultra verrouillé au niveau communication par Christian Blanc, et il s'avère que c'était à l'évidence la bonne méthode. Une mission bien préparée. Enfin, une dernière photo en quelques secondes, l'ensemble de nos politiques. Nous sommes le 20 août 1988, rue Oudinot à Paris. Alors, qu'est-ce que symbolise cette image ? Alors, c'est la traditionnelle, ce qu'on appelle la photo de famille. C'est la grande famille calédonienne qui est réunie à Paris
loin de la pression du contexte insulaire. Les gens se retrouvent, se sont parlé, ont signé cet accord. Donc ce qu'il faut essayer de recontextualiser, l'histoire s'est vraiment emballée en Nouvelle-Calédonie à cette époque-là. 20 mai, arrivée de la mission du dialogue, 26 juin, signature des accords de Matignon et 20 août, signature des accords Oudinot. En 3 mois, le gouvernement de Michel Rocard avait rendu sa copie et la Calédonie finalement s'apprêtait à tourner une page. On a tendance à oublier un petit peu les accords Oudinot. Ils sont pourtant essentiels parce qu'ils complètent les accords Matignon et ils comportaient pour la première fois cette notion de rééquilibrage entre les communautés, rééquilibrage entre Nouméa et Labrousse, et on sait aujourd'hui à quel point c'est une notion clé dans la Calédonie d'aujourd'hui. Merci Philippe Boisseron pour toutes ces précisions. Merci à vous, bonne soirée. Et justement, quand vous le disiez hier, Cadre Avenir prend sa source dans les accords de Matignon avant de faire le portrait d'une des personnalités qui a bénéficié de ce dispositif. Qu'est-ce que Cadre Avenir exactement? Réponse avec Lindsay Wamour. 26 juin 1988. Dans ces murs, l'État, le FLNKS et le RPCR sont en train de conclure l'accord de Matignon. Lors de ces négociations, Jean-Marie Tjibaou, leader indépendantiste du FLNKS, demande de rééquilibrer le partage des responsabilités dans l'administration en Nouvelle-Calédonie, soit de mettre davantage de Mélanésiens à ces postes. La requête est entendue. Dans le texte des accords de Matignon-Oudinot, ce paragraphe. Dans le but de rééquilibrer le partage de l'exercice des responsabilités, un important programme de formation de cadres, particulièrement des cadres mélanésiens, doit être engagé dans les meilleurs délais. Le programme 400 cadres voit le jour. L'État s'engage à financer 90% du programme, le reste est financé par la Nouvelle-Calédonie. La première promotion s'envolera dans 1 mois. Pour ne heurter personne à l'heure du dialogue, ce sont Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur et Yewene qui tranchent. La promotion du dialogue est ainsi constituée de différentes ethnies et de tendances politiques diverses. Cette promotion représente ainsi l'une des premières actions mises en place pour le vivre ensemble après la période des événements. Alors hier soir, dans le premier volet de notre feuilleton, nous avions fait le bilan de Cadre Avenir. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre d'un Calédonien qui a bénéficié de ce dispositif, je vous le disais, de formation. Gilbert Assawa, l'un de nos confrères de Nouvelle-Calédonie, la première. Il est parti se former il y a plus de 20 ans grâce à ce programme initié des accords de Matignon, je vous le disais. Alors dans quel contexte est-il parti? Qu'est-ce que cette formation lui a apporté? Des réponses dans notre feuilleton de la semaine réalisé par Océane Zebler. T'as quel âge? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? Pourquoi tu as choisi de te mettre... et je relance après. C'est bon Jessica, alors est-ce que tu peux te présenter rapidement? Poser des questions et récupérer les informations pour le journal du soir, c'est le quotidien de Gilbert qui exerce aujourd'hui le métier de journaliste au pays. Parti il y a plus de 20 ans grâce au programme des 400 cadres, il continue aujourd'hui de transmettre et d'apprendre avec autant de passion. C'est bon, on retourne au magasin. Les champs de découverte ont un peu varié, ont un peu glissé. Mais bon, on n'a pas les mêmes sujets d'intérêt à 30 ans qu'à 60 ans. Je suis de l'ancienne école, moi, de la presse écrite, des grands mags et tout. Donc, c'est à l'époque où être caméraman, on ne gérait pas que le son. Être natif d'une île, on ne peut avoir que l'imagination qui se forge, qui court. Et quand on voit des photos, surtout quand on lit des récits de ce qui se passe ailleurs, des grands voyageurs ou des grands aventuriers, même la découverte, le premier pas de l'homme sur la Lune ou de la Coupe du Monde de 70 à Mexico, on entend à la radio, on ne peut qu'avoir l'imagination qui vagabonde, qui s'envole. Gilbert était chef de la tribu de Ba à Wailou jusqu'à son départ pour la France en 1992. À son retour de formation, il a dû reprendre ses fonctions, un rôle qui lui tient à cœur surtout pour les générations futures.
En fait, c'est eux qui nous servent de marqueurs, de repères, quoi, parce que ils n'étaient pas nés, leurs parents, c'est leurs grands-parents se mariaient, s'étaient mariés à l'époque. On a revendiqué, on a eu l'agrandissement de réserve en 1981. Leurs grands-parents étaient jeunes. Donc ça nous sert de marqueur dans l'histoire pour dire que des fois, il ne faut pas trop traîner, il ne faut pas trop attendre, il faut leur donner un cadre. Son expérience, loin des siens, lui sert aujourd'hui dans la gestion de crise au sein de la tribu, mais pas seulement. Pour lui, la formation proposée à cette époque était également l'opportunité d'être quelqu'un. C'était des domaines qu'on s'interdisait auparavant, quoi. Des domaines dans le cadre d'administration, même journaliste, on n'osait même pas y penser, quoi. On pensait que ce n'était pas fait pour nous. Il y avait ce déclic psychologique d'un côté. De l'autre, moi, c'était voulais voir ce qu'on valait, quoi. On a pu bénéficier d'opportunités et tout, mais si ça permet d'aller vers les chemins de la connaissance, vers une qualification, ça n'est pas forcément la meilleure arme pour la vie. Il faut se battre, il faut apprendre, faut avoir eu faim, il faut avoir eu soif pour avoir envie de mordre, avoir envie de gagner, puis de s'affirmer, puis d'être quelqu'un, quoi. Dans notre page sociale, cette fois-ci, le collectif des femmes en colère a obtenu gain de cause. Une commission plénière est prévue le 19 septembre au Congrès pour le dossier des violences faites aux femmes. Une soixantaine de personnes ont répondu à l'appel du collectif. Une manifestation pour dire non aux violences faites aux femmes et toute forme de violence, notamment a été évoqué le viol de la femme de Kanala ou l'agression de la personne âgée à la foire. Écoutons quelques manifestants dont Eli Pouagoun, président de la Ligue des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie. Je trouve que c'est pas normal parce que la femme, normalement, c'est elle qui fait circuler la vie dans le pays. Et dire qu'elle subisse des violences dans les familles, tout ça, c'est pas bien du tout. Ça veut dire que notre société, elle est malade et il faut qu'on agisse tous. Il faut qu'on fasse en sorte que dans tous les niveaux, les femmes aient droit de vie et droit de vivre leur vie aussi. Alors je suis venu à cette manifestation pour apporter mon soutien pour les femmes qui subissent des violences. Il y en a énormément ces derniers temps, mais pas que, il y a aussi des hommes. La violence, ça touche tout le monde, toute la Calédonie, tous les Calédoniens. Cette violence, c'est très très dur pour moi personnellement, parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants aussi. C'est pour ça qu'on est ici. Il y a des mécanismes, il y a des plans, il y a des schémas concernant donc les violences faites aux femmes ici en Nouvelle-Calédonie. Mais si tous ces dispositifs donc, étaient efficaces, on ne serait pas dans la rue aujourd'hui. Donc il faut quelque part se poser, réexaminer l'efficacité de nos politiques publiques envers les violences. Et cette information qui s'est répandue sur les réseaux sociaux aujourd'hui, un serpent aurait été aperçu à la tribu de Tieta dans la commune de Vaud, non loin de là où a été retrouvé le python de 4 mètres. Il y a quelques semaines, contacté les gardes nature de la province Nord, donc ont déclaré s'être rendus sur place aujourd'hui et n'ont rien vu. Alors si vous apercevez un serpent, n'hésitez pas à appeler les gardes nature de la province Nord. Passons cette fois-ci à notre rubrique Coupe du Monde. Alors bonsoir Prosper, le premier match du groupe A que posait l'Uruguay au pays hôte, la Russie. Edison Cavani et ses coéquipiers n'ont pas tremblé et se sont imposés 3-0. Et le second match est un match sans enjeu. C'est bien ça, Prosper? C'est ça, Elise, car les deux équipes étaient déjà éliminées. Malgré tout, les deux équipes ont joué le coup à fond et au final, l'Arabie Saoudite s'est imposée 2-1 face à l'équipe de l'Égypte de Mohamed Salah. Donc dans le groupe B, l'Espagne et le Portugal, les deux favoris, ont été accrochés respectivement par le Maroc et l'Iran. Et l'Espagne a réussi à arracher le nul après avoir été menée 2 fois au score. Et je vous propose de revoir les buts. Ok. Alors à part ce problème lié... Oh putain. Given away, and Boutaïb has a clear run here, and he finishes superbly.
Iniesta dances away. Beautifully done, Isco! Order swiftly restored. Isco. Fajar's corner's a good one. Oh, yes! Bullet header by En-Nesyri. And it ensures a really nervous end here for Spain. Aspas, goal! Or is it offside? And the referee waiting for definitive word. The goal is given, and Spain may well have staved off. Alors ce match il fait polémique parce que les joueurs de l'équipe du Maroc ont laissé éclater leur colère parce qu'en fait ils estiment que le ballon n'était pas sorti. Il n'y avait pas de corner sur le second but espagnol et donc après avoir vu cette vidéo vous allez peut-être le comprendre pourquoi ils étaient en colère. Regardons. Scandale numéro 135. Balle qui sort là. Corner. L'arbitre il montre le corner à gauche. On est d'accord? Ah non, ça joue à droite. Il dit rien, on s'en fout. Et but. Voilà, merci. Alors Prosper, à part ce problème lié à l'arbitrage, quel est l'intérêt de finir premier de sa poule? Il est plus intéressant de finir premier de sa poule dans la mesure où en fait, juste après les matchs de poule, il y a un croisement en fait, qui se fait entre les poules, par exemple la poule A qui concerne le groupe de l'Uruguay. Ils vont retrouver le second de la poule du groupe B. Donc ce qui fait que derrière ils auront un match de prévu en huitième de finale, c'est les premiers qualifiés. Donc nous aurons dimanche 1er juillet à 5 h l'Uruguay et le Portugal. Et le lundi 2 juillet à 1 h l'Espagne et la Russie. D'accord. Alors la France va jouer cette nuit contre le Danemark et je pense que tu seras devant ta télé. Faut y aller avec de l'envie parce que ça se passe à 1 h. Donc effectivement le match va se jouer à 1 h dans la nuit de mardi à mercredi. Et donc ils vont tout faire pour que ce soit la Croatie, la France ou le Danemark d'essayer d'arriver en tête dans la mesure où ils voudraient éviter l'ogre de la Croatie qui est dans le groupe D. Donc l'autre match opposera l'Australie et le Pérou. Et à 5 h demain matin, nous aurons le Nigeria qui affrontera l'Argentine et l'Islande affrontera la Croatie. Voilà, merci Prosper pour toutes ces précisions. Et cette information toujours dans le sport, on vient de l'apprendre, la disparition de Jeanne Ernu. Il a porté le maillot jaune sur le Tour en 1981, sur le Tour de la Calédonie. Il était cofondateur du restaurant L'Anera, qui se trouve du côté de Bourail. Voilà, c'est la fin de votre journal et un rendez-vous calédoniard dans notre émission. Bienvenue dans la bande. Aurélie Niaoutine et Stéphanie Marlier recevront Nassil Dounara, chef de service à la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse au gouvernement. Avec lui, elles évoqueront la recherche du manque de familles d'accueil pour les jeunes en difficulté, une alternative à la réinsertion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.